Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on va rêver maintenant après toutes ces mauvaises. Rêvons un peu parce que on accueille un artiste qui est absolument exceptionnel. Arthur Mamoumani, je vais vous demander de venir avec nous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai découvert votre travail à l'occasion de ce colloque et j'en suis encore émerveillé. Arthur est architecte et il a une architecture dite paramétrique, c'est-à-dire qui est dirigée par la fabrication numérique. Alors vous allez vous dire, mais quel ennui, fabrication numérique, ça doit être des trucs absolument technocratiques et absolument terribles, mais c'est tout à fait l'inverse. Son architecture, elle est absolument magique. C'est comme s'il arrivait à mettre en forme les paysages de nos rêves, vous savez, ces bâtiments dans lesquels on peut errer pendant des heures à longueur de rêve. Eh bien, il a réussi à leur donner une forme à partir de cette fabrication numérique. On est davantage dans des traditions ancestrales de l'architecture que dans quelque chose qui paraît ultra contemporain. Une image de lui, c'est pendant le Burning Man, dans le Nevada, vous savez, ces festivals annuels. Il a construit un temple, un véritable temple, qui est un temple éphémère auquel il a mis le feu, et ces images sont absolument magnifiques. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais peut-être attendre que les slides viennent. En tout cas, merci énormément de m'avoir. Je suis époustouflé par l'éclectisme de tout le monde. En fait, c'est assez impressionnant. Et d'être le dernier est assez intimidant. Mais en tout cas, merci de m'accueillir. Je viens direct de Londres. Donc, je débarque un petit peu. Mais je vais quand même vous débarquer aussi avec moi dans le désert. Un autre désert où on a construit une structure de 60 mètres de large et 20 mètres de haut en à peu près 18 jours avec 140 personnes, 140 bénévoles qui sont venus parce qu'ils voulaient construire un temple, quelque chose qui leur parlait personnellement de leur histoire et c'était une aventure exceptionnelle. Et je vais vous en parler, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce thème du basculement, le basculement de la créativité aussi, qui souvent est connue comme quelque chose qui vient un peu du haut, du ciel, et qui se transmet par des créateurs, etc. Alors que, en effet, l'architecture paramétrique, l'idée que les paramètres génèrent les formes, l'idée que quand vous vous baladiez dans une forêt et que vous regardez des formes naturelles, on peut penser bien sûr à un créateur, mais on peut aussi penser à l'évolution et aux paramètres qui ont créé ce genre de structure. Et du coup, on pense un peu plus en termes de système que de formes finies, de paramètres et de relations plutôt que d'objets et de création isolée d'une certaine manière. Et donc, je vais vous parler de ce bousculement de pensée d'une certaine manière qui a accompagné tous les projets qu'on a faits et je vais vous en montrer quelques-uns. Mais peut-être je vais vous dire un tout petit peu plus d'où je viens, comment j'ai débarqué ici. J'ai une agence d'architecture à Londres et ainsi qu'un lieu de fabrication. Alors, on l'a appelé Fab Pub parce que bon, c'était anglais, donc le pub, mais c'est aussi la fabrication publique. Et l'idée, c'était que les impressions 3D et tous les outils numériques ont permis une sorte de révolution, un basculement aussi, qui ont ouvert des méthodes de fabrication, des méthodes de production qui étaient dans des usines très loin. Voilà, on dessine quelque chose, on l'envoie se faire fabriquer quelque part où on ne sait pas où, et puis ça vient en masse et c'est transporté. Et la révolution numérique et de l'impression 3D, ça veut dire que n'importe qui peut envoyer des fichiers au coin de la rue et venir les faire fabriquer. Et c'est un peu cette utopie, d'une certaine manière, de permettre aux gens de réaliser leurs rêves que cette technologie permet. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ces deux entreprises, une pour, bien sûr, une expression un peu plus personnelle, mais peut-être une autre pour permettre aux autres de basculer. Donc, c'est pas juste d'une certaine manière, une agence d'ego, mais c'est aussi une agence on a un mot en anglais qui s'appelle l'empowerment. J'ai jamais trouvé la traduction, mais je l'adore ce mot parce que c'est d'une certaine manière, je ne vais pas dire de se fractaliser. J'aime beaucoup les mathématiques, donc j'aime ce terme, mais de permettre de se dissoudre dans l'autre et de permettre aux autres de voir que tout est possible.
Alors voilà, ça c'est le cycle de production. On a une imprimante de 3 mètres de haut, on en a plusieurs. On crée des structures tridimensionnelles à partir du bioplastique. C'est un matériau qui vient du sucre fermenté. Je sais qu'il faut manger un peu moins de sucre, mais on peut l'utiliser pour autre chose, c'est bien. Et donc, à partir d'amidon ou de sucre, on crée un bioplastique qui s'appelle le PLA, le polylactique acide. Et on en fait des pellets, des espèces de grains, qu'on met dans notre imprimante et puis qu'on recycle après. Donc on le remet à l'intérieur et puis peu à peu on peut le composter. Ça veut dire qu'on peut faire grandir d'autres plantes et donc c'est ce qu'on appelle le cradle to cradle, c'est-à-dire ça vient de la terre et ça repart dans la terre après. Donc cette idée de pouvoir disparaître, de laisser aller, letting go, let it be, est très présente dans ce type d'architecture. Ça, c'est un robot qu'on a breveté. C'est un robot à câble. Et l'idée générale, c'était de pouvoir assembler des bâtiments et de pouvoir les désassembler. Dans la nature, quand on aime une plante, on sait très bien que si elle n'a pas assez de lumière, elle va disparaître et une autre plante va se générer ailleurs, et c'est pas grave. Mais quand on construit des gratte-ciel, on se base sur une économie, on se dit on va faire la plus grande tour du monde, et puis hop, toute l'économie s'écroule et elle est vide. Et c'est bizarre, pourquoi ne pas la désassembler comme la nature désassemble les choses. Et alors, il y a beaucoup de choses qu'on a appris de Burning Man, notamment cette idée de leave no trace, de laisser aucune trace. Et je vais vous parler des principes de Burning Man et je vais vous montrer plusieurs structures qu'on a fait, notamment avec mes étudiants. Je suis professeur à l'Université de Westminster. Et notamment plusieurs approches qu'on appelle donc éco-paramétriques, puisque c'est l'idée que l'environnement crée des structures et pas que notre cerveau. Voilà, alors ça, pour revenir au 9-3, mes parents habitaient Sarcelles, enfin mes grands-parents habitaient Sarcelles. On nous a demandé de faire ce bâtiment à Saint-Denis, qui est un peu plus peut-être posé que Burning Man, mais c'est aussi cette idée de système qui puisse grandir, ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et c'est quelque chose, d'ailleurs j'étais très inspiré par votre speech, Malek, qui disait que c'était l'espérance et la persévérance, c'est ça. L'idée qu'on peut se sentir, qu'on puisse faire partie de quelque chose. Et donc de comprendre d'où viennent les choses nous permet un peu, d'une certaine manière, de nous engager et de nous faire comprendre qu'on peut changer les choses. Et dans l'architecture, c'est pas forcément différent. Le module, la base, d'où on commence, c'est-à-dire que là, c'est à Bacalar, au Mexique. On va faire des pods, des éco-pods pour des hôtels. Et la première chose qu'on a fait, c'est aller visiter les menuisiers locaux. Et on leur a demandé combien on peut plier votre bois. Et ils nous ont donné les différents rayons de courbure. Et cette structure à droite, si on la dépliait, ce serait que des lignes droites. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de déchets, pas besoin d'imposer à la forme quelque chose, mais c'est le matériau qui définit sa propre forme. Et donc ces structures, celle-là, vous pouvez la voir au siège social d'Orange, ici les Moulineaux, bizarrement. On est passé de Bacalar à Orange, et voici à Bali une structure qu'on fait en ce moment, qui a été faite en prenant le bois d'un vieux pont colonial que le client a acheté à la place de couper du bois nouveau. On a fait ce qu'on appelle du reclaimed, c'est-à-dire qu'on a pris du bois dur et on en a fait une tour qui est justement une sorte de nouveau phare, quelque chose qui exprime une nouvelle espérance, j'espère. Alors, je vais essayer de faire marcher ça. Je vais vous montrer un tout petit peu le processus. Voilà, dans l'ordinateur, on a donc des forces, et les forces sont imposées à des maillages, là, en l'occurrence, c'est du tissu. Ça, c'est un des premiers projets que j'ai fait. Et on a, donc on peut étudier un petit peu ce que ferait la matière si on lui impose certaines forces. Et ces forces peuvent changer au fur et à mesure, et ce qui crée ces motifs qui ont l'impression de se déplier de plus en plus, de créer différentes relations entre matière et motifs. Et alors on l'applique au bois, par exemple, ça c'était juste après, on l'a appliqué au bois, on peut couper le bois de manière à ce qu'on crée des systèmes d'origami où du plat, on peut créer de la tridimensionnalité.
Et donc ces éléments sont tout plats, viennent d'un élément qui s'appelle le lamellé-collé, qui est très traditionnel dans le bois. Et du coup, on peut créer une tridimensionnalité qui est assez simple au début, mais qui permet de créer voilà, ce mouvement général. Et vous voyez, tous les éléments sont les mêmes. C'est juste que c'est une sorte de subtilité. On est en France, donc on aime bien le vin. Et c'est vrai que les différents vins sont similaires, mais différents. Et c'est cette appréciation de la subtilité qui permet de comprendre ces différences et de cette diversité, même s'il y a une certaine similarité. Voilà, donc j'écris des logiciels qui nous lient avec les robots. Puisque c'est les robots qui produisent ces formes. Et ça s'appelle le G-code. C'est l'information qu'on envoie aux outils robotiques. C'est assez universel, mais ce que ça nous permet de faire, c'est de créer des éléments en collaboration avec les robots. Et donc ça, par exemple, c'est une impression 3D qui, à la place d'être imposée à la machine, crée des formes qui sont directement liées aux mathématiques derrière cette création. Je vous passe le bioplastique, mais un truc qui est très intéressant quand on parle d'environnement, c'est qu'on se dit souvent « ça, c'est mieux que ça ». On parle de carbone, mais il y a plein de dimensions quand quelque chose est mieux que quelque chose d'autre. Et donc ça s'appelle un life cycle assessment, et ça permet de comparer les matériaux entre eux, et vous voyez tous les axes. Et je pense que c'est important de comprendre que être mieux ou moins bien que quelque chose d'autre dans l'étude environnementale, c'est des axes multiples, et c'est de comprendre ces axes multiples qui donnent une certaine je ne sais même pas combien de dimensions pour ce projet. En l'occurrence, on comparait le plastique venant du pétrole et le plastique venant du sucre. Voilà nos robots qui sont en action. Alors là, on voit un projet qu'on a fait à Fortnum & Mason, qui est à Londres, et c'est donc une sorte vous savez, les œufs sont très très fins, les œufs, la coquille des œufs. Et en fait, c'est parce qu'il y a extrêmement de courbes, et les rayons de courbure permettent de faire quelque chose de très solide et de très fin. Et donc, on applique cette idée pour créer des éléments qui ont le moins de matériaux possible. Et ça, c'est un autre aspect de l'approche environnementale, c'est essayer d'utiliser le moins possible, en fait. Réduire, on dit reduce, repurpose, recycle. Et donc, tous les projets qu'on fait ont cette dimension de minimalité, d'une certaine manière, même s'il y a un certain niveau d'expression et de culture. Ça, c'est pour une église dans le nord de l'Angleterre, pour Virgin Hotel. Bizarrement, ils ont reconverti cette église, mais on a étudié le traçage traditionnel des cathédrales, et on a imprimé en métal ce motif assez traditionnel des églises. Donc ça, qui est, au final, les cathédrales sont l'exemple même du bottom-up et de l'idée de designer and maker qui est très présent dans notre projet. Voilà, là c'est plutôt en Chine, on imprime en argile une façade pour une marque assez connue, mais je ne peux pas la dire malheureusement. Et voilà, à Milan, on a créé la structure la plus grande faite avec du bioplastique et qui est faite avec ces biobriques qui sont donc comme des nuages, mais qui sont des éléments multiples, encore une fois, qui viennent du module à la totalité. Du bottom-up, et donc ça nous a permis de créer des éléments qui peuvent s'adapter au site. Alors je vous montre cette approche et je vous emmène au désert, je promets. Je vois qu'il y a 10 minutes déjà, donc je suis à peu près à la moitié, mais je veux vous montrer un petit peu ces éléments. Ça, c'était imprimé en sable en Arabie Saoudite, et vous voyez ces forces, et je vous montre ça parce que vous voyez bien la différence entre les éléments. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime les newtons. Les newtons, c'est la force qui passe dans une structure. Chacune des structures a des certaines forces. Et on les exprime directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans le modernisme, l'architecture moderne, c'était ce qu'on appelait la mass production. C'est-à-dire que tout était répété, parce qu'on avait des moules, et donc on reproduisait tout, et tout était pareil. Et maintenant qu'on a des imprimantes 3D, on n'a pas besoin de faire ça. Et vous voyez, chaque élément exprime sa propre force en fonction de là où c'est positionné dans la structure. Et c'est exactement ce que fait la nature. Vous voyez, quand vous regardez une feuille, chaque épaisseur est custom aux forces et au niveau de fluide que ça doit envoyer. Et donc, c'est vraiment une petite révolution qui permet d'exprimer de manière beaucoup plus honnête les éléments structurels.
Voilà, je vous l'avais promis, je vous emmène au désert de Burning Man, mais je voulais vous donner cette petite introduction parce qu'elle est très inspirée de ces principes. Burning Man, c'est une ville dans le désert qui se crée en à peu près un mois, qui vit pendant une semaine et puis qui se déconstruit. Et il reste rien. Donc ça commence avec quelque chose, avec un désert, et ça finit avec un désert, et entre-temps, il y a une ville entière qui s'expérimente. Voilà. Alors ça, c'est le fondateur, Larry Harvey, qui a dit, voilà, j'élève mes passions en tâches, mais c'est pas assez. I elevate passions into duties. Mais principalement, regardez les principes de responsabilité civique, de participation, de self-reliance, donc d'autonomie radicale. Comme dans le désert, c'est assez nécessaire. Du coup, ça permet aux gens de penser à leurs propres déchets, à ce qu'ils apportent et qu'est-ce qu'ils retirent et d'où ça va et où ça va. Et ça permet de penser à tout le cycle en fait de création. Et tout le monde est acteur dans cette ville, il n'y a pas de spectateur. C'est un peu l'idée générale que tout le monde est un artiste. Alors moi, on m'a souvent dit, ton frère c'est le matheux, toi t'es l'artiste. Et ça m'a toujours énervé. Il y a ma sœur qui rigole. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de terrible dans la catégorisation et de dire toi t'es plutôt comme ça, toi t'es le type comme ça, toi t'es le type comme ça. Et pourquoi? Bah non, je sais pas. Ouais, les grands visionnaires, Léonard de Vinci, on dit pas c'est un artiste, c'est un matheux, c'était un homme curieux. Et je pense que c'est extrêmement important de briser ces barrières pour ne pas créer des prédéfinitions, des prédispositions. Voilà. Et donc, voilà, j'ai mes étudiants, on va dans le désert pour construire des structures avec eux, on l'a fait pendant plusieurs années, et à chaque fois, on pense aux éléments voilà, l'élément minimal qui nous permet de reproduire des structures dans un climat extrême. Donc voilà plusieurs exemples de structures qu'on a fait avec eux, notamment celle-là qui m'a beaucoup appris. D'un côté, l'extrême complexité numérique, et l'autre, la simplicité du menuisier. Et je vais vous dire qu'on comprend beaucoup les menuisiers et les tâches ancestrales et ces métiers professionnels, et ça serait très prétentieux de dire que la révolution numérique a changé ça. Par exemple, vous voyez la tour complexe à gauche du camion, on a tous ces éléments de puzzle, il n'y avait rien écrit dessus, c'était pas symétrique, et l'élément à droite qui est le bois traditionnel tel qu'il est vendu. Vous savez que le bois vient en taille standard, donc il y a des éléments standardisés. Et comment est-ce qu'on lie la robotique avec les éléments standardisés? Comment est-ce qu'on lie ces algorithmes complexes avec des choses qui sont très bien prédéfinies? Et voilà, on n'a pas fini la tour complexe, et celle de la droite était finie en quelques jours, et j'ai tout repensé en fait dans ma tête. Et c'est vrai que l'échec est quelque chose de très important, et très très important dans le processus de créativité. Donc on a pris ces bois traditionnels et on a appliqué des algorithmes pour les transformer en structures qui prennent en compte cette matérialité, ce réel, tout en appliquant nos variations paramétriques. Voilà, Tangential Dream, les rêves tangentiels, où les gens venaient écrire leurs rêves sur les tangentes de cette structure. Alors, en parallèle à Burning Man, il y a ce temple, cette idée de temple tous les ans, où les gens viennent déposer des cendres. C'est assez sérieux, hein, c'est pas que de la fête. Ils déposent des choses très personnelles, des choses qui leur est arrivées. Et ça m'avait beaucoup touché de voir il peut y avoir des temples, on dit séculaires, laïques, des temples laïques. J'étais rentré dedans et j'ai vu des photos de bébés et tout ça, et j'ai pleuré. Et j'étais avec ma femme et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un bâtiment peut me faire pleurer? Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'en fasse un. et pour le comprendre, il fallait le faire. Et à l'époque, je travaillais sur un projet pour les astronautes de Virgin Galactic. En fait, j'avais appris l'informatique avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez Logo. À l'école, on nous apprenait à coder. Et en fait, on créait c'était une petite tortue. D'ailleurs, en parlant de tortue, c'était une tortue qui avançait, on lui donnait de l'information, avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne. Et on répétait ça dans des loops, et c'est ça qui créait la forme. Et donc cette petite tortue faisait son bonhomme de chemin, et ça créait des formes surprenantes, naturelles. Et je me posais la question, mais on est dans un ordinateur, et pourtant les formes sont naturelles. C'est une sorte de paradoxe. Et en fait, en variant les paramètres de cette tortue, on crée des formes différentes, et c'est ça l'essence du paramétrique. Et vous voyez que
au fur et à mesure qu'on grandit cette forme, on peut lui imposer des contraintes ou on peut lui dire de pousser quelque part. Par exemple, on peut dire que le soleil peut rentrer quand il fait froid et ne pas rentrer quand il fait chaud, aussi simple que ça. Voilà donc la structure sur laquelle je travaillais et je me suis dit ça serait quand même pas mal de la faire dans le désert de Burning Man. Et c'est là que Galaxia est venu en conception. Galaxia s'est inspiré de la suite de Fibonacci. C'est un symbole universel qui permet de connecter tout le monde. Ce sont des portes, il y a 20 portes qui sont ouvertes à hauteur humaine et qui nous entraînent au milieu dans cette espèce de trou noir qui vient voilà, nous emporter vers le ciel et qui nous permet de nous connecter tous ensemble autour de cet élément central. Donc vous pouvez voir, cette photo est intéressante, je trouve, parce que vous voyez les cœurs qui sont tout autour. En fait, c'est quelqu'un qui avait une sorte de tampon géant qui venait imprimer des cœurs tout autour de la structure. Et je m'en suis rendu compte juste après. Et en fait, ça, c'est un des meilleurs exemples de ce que fait la communauté de Burning Man, c'est-à-dire qu'ils s'approprient cette structure et ils viennent en faire leur propre structure. Et donc, ce qui était vraiment magnifique, c'était de voir la manière dont les gens connectaient avec une structure qui, au final, était faite d'éléments non hiérarchiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colonne centrale. Tout est, encore une fois, exprimé par des forces. Et toutes les forces s'expriment entre elles. Et on avait construit ça tous ensemble. Ça nous a pris énormément de temps, bien sûr, à concevoir, à peu près 6 mois. Et on parlait tous. Et on avait, pendant ces moments de préfabrication, ce qu'on appelait le heart check-in, c'est-à-dire que tout le monde disait pourquoi ils étaient là. Il y en avait qui avaient perdu un proche, ou il y en avait, et tout le monde faisait leur discours, et c'était magnifique parce que tout le monde se connectait avec cette structure à travers leur récit de vie. Bon, je ne vous parle pas des éléments trop geeky, mais vous voyez cette roue au centre, ça nous a permis de ne pas avoir de fondation parce que tout était tenu avec une roue en tension. Et donc on est dans le désert, on assemble ces briques. Et il y avait à peu près 400 briques à assembler et à mettre avec, vous voyez, la grue à l'arrière, qui a permis d'assembler ces modules en pétales et les pétales en une galaxie à habiter. Voilà, vous voyez notre village à droite, à peu près 140 personnes pendant donc un mois, près d'un mois dans le désert, à nourrir, faire la vaisselle, à motiver, jusqu'au moment où on l'ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a construit du haut vers le bas. C'est-à-dire que, vous voyez, on a mis la couronne en premier. Et c'est rare de faire un bâtiment depuis le haut, mais ça faisait partie justement de cette motivation, parce que de voir le dôme avant même les murs, ça permet de voir là où on va aller. Et je pense que c'est assez important, je suppose même dans le marathon, de savoir qu'il y a une arrivée quelque part. Et donc on l'a ouvert et vous voyez que les gens ont posé des messages magnifiques. Il manque leur femme, et tout le monde a une souffrance commune. Et cette souffrance commune s'exprime et connecte. Et je pense que c'est au final, pas que la souffrance, c'est aussi la joie. Personnellement, je me suis marié dans ce temps, je me suis dit tant qu'à faire. Ouais, ma femme et ma mère avec son mégaphone et mon meilleur ami et donc c'était un moment unique d'expression personnelle et aussi de tourner quelque chose de très difficile en très heureux, et j'en parle tout le temps avec ma femme, et c'est bien sûr une fondation de mon mariage. C'est assez étonnant d'ailleurs, des choses comme les mariages qui sont assez durables, d'être faits dans une structure qu'éventuellement on a brûlé tous les deux. Donc, on a brûlé cette structure et ça fait partie du rituel, bien sûr, de Burning Man, c'est dans le nom. D'abord, on brûle cette effigie le samedi et puis c'est la fête. Et puis après, on brûle le temple en silence, 70 000 personnes en silence devant cette espèce de volcan spirituel et énergétique d'une certaine manière. Tous les éléments qui étaient dedans ont brûlé avec. Et je veux dire, c'est des éléments assez sérieux et on a dû tout nettoyer après et on a dû tout recycler et donc on a laissé le désert tel qu'on l'a trouvé. Mais bien sûr, pour finir, ça m'intéresse pas trop de brûler les bâtiments. Donc on s'est dit on va peut-être faire autre chose et donc on a créé cette structure Catharsis qui est un peu l'opposé, le yin du yang. Qui sera un amphithéâtre qu'on va assembler et désassembler et réassembler à Londres, à la Somerset House, pour établir un dialogue entre les villes, et puis on l'a désassemblage et on le remettrait ailleurs, dans l'esprit de ce que je vous racontais. Voilà. Donc,
Je finis avec des croquis parce que c'est vrai qu'on peut se dire que tout ça, c'est un peu inaccessible, mais au contraire, voilà, il s'agit d'une manière de penser et on peut le faire avec un papier et un stylo. Voilà, merci beaucoup.